Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 15 décembre 2020. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons déjà commencé nos émissions de cette journée, de cette soirée. Et comme vous le savez, nous commencerons par les programmes en langue française. Et comme tous les mardis, vous avez déjà l'habitude pour tous ceux qui avaient l'habitude de suivre la radio, vous savez que tous les mardis, nous commençons nos programmes en langue française. Et aujourd'hui, donc, on ne fera pas exception. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet assez délicat, si je peux ainsi dire. C'est un sujet qui concerne la diplomatie. Vous savez que tout ce qui concerne les relations diplomatiques entre les pays, c'est souvent des sujets qui prêtent à confusion, voire même qui peuvent soulever quelques polémiques. Je vous disais donc que nous allons essayer de parler des relations entre la Belgique et le Rwanda. Donc, pour parler de ce problème, pour parler de ce sujet, je vous avais déjà dit que nous allions nous baser par deux articles. Ces deux articles parus. Le premier est sorti dans une revue, si je peux appeler ça, qui s'appelle Jambo News. C'est un genre de journal, oui, qui publie des articles en relation avec le Rwanda, justement. Et c'est un journal qui n'est disponible que sur les réseaux sociaux, sur Internet, je veux dire. Et ce journal-là aborde souvent des problèmes qui intéressent, comme je viens de le dire, qui intéressent surtout les Rwandais, que ce soit les Rwandais qui sont restés chez nous au Rwanda ou qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Et ce journal, qui est ce Jambo News, c'est un organe de communication, surtout de la SBL, de l'association Jambo SBL, qui est une organisation qui est basée ici en Belgique, mais qui récemment a ouvert aussi son antenne en France. Et cette association lutte surtout pour les droits de l'homme, contre l'injustice, contre surtout le mensonge qui ne cesse d'être répandu dans le monde entier. Et ici, alors, d'ailleurs, je peux dire, avant de continuer, que cette association, Jambo SBL, c'est une association qui est souvent attaquée par que ce soit les autorités rwandaises, que ce soit les autorités de l'ambassade ici en Belgique, que ce soit les gens que nous sommes habitués à appeler la diaspora, c'est-à-dire les Rwandais qui vivent ici en Europe, mais qui sont d'obédience avec le gouvernement rwandais, le gouvernement de Kigali, je veux dire. Donc, il y a un article qui est paru dans la revue Jambo News, justement, qui parle je vais essayer qui parle de relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, des relations qui ne sont pas aussi claires, qui ne sont pas aussi au bon fixe comme on peut le penser. Cet article est apparu qui est intitulé Rwanda-Belgique, dans la friture dans les relations diplomatiques, avec point d'interrogation. C'est un article vraiment qui est sorti aujourd'hui même, on est le 15 décembre 2020, donc c'est un article qui est sorti aujourd'hui, et je voudrais vous le partager avant d'en dire quelques mots. Je peux même, si vous voulez, je peux même vous le partager, comme ça je vais le lire en même temps que vous, comme ça vous savez, vous verrez ce que je suis en train de dire, pour voir vous-même que je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train d'inventer. Je vais essayer de vous le partager pour que nous le lisions en même temps, comme ça vous verrez bien que ce que je vous dis. Et voilà. Je pense qu'en principe, vous devriez en train de voir cet article-là. Donc, si vous lisez bien, allez avec moi. Donc, ce samedi de la semaine passée, donc il y a 2 jours, il y a lundi et dimanche, il y a 2 jours. Aujourd'hui, on est le 15, donc samedi, il y a 3 jours. Ce samedi 12 décembre 2020,
l'ambassade du Rwanda en Belgique organisait les présentations officielles de son nouvel ambassadeur à Bruxelles, Dieudonné Servachongolé. Alors que celui-ci a exprimé que les relations entre la Belgique et le Rwanda sont au beau fixe, deux nouvelles affaires qui couvent en coulisses laissent penser le contraire. Donc la présence aux côtés du nouvel ambassadeur de Gustave Nwara Muheto et Jean Bosco Nilitura, deux diplomates pourtant annoncés sur un siège éjectable, pose question. Tout comme l'absence des trois diplomates nommés déjà depuis plus de 3 mois, mais qui, semble-t-il, ne sont toujours pas en poste. À Kigali, ce sont deux diplomates belges qui semblent sur la sellette. En effet, le Rwanda refuserait catégoriquement de renouveler les visas diplomatiques de ces deux diplomates, alors que ceux-ci devraient normalement expirer en cette fin d'année 2020. Donc, on va essayer alors de décrypter ce bras de fer diplomatique qui semble se profiler entre les deux pays. Donc, on commence par... Il y a d'abord, on a parlé des points de friction, si je peux ainsi m'exprimer, des points de discorde entre les deux représentations diplomatiques. Je peux même dire entre les deux pays, tout simplement. Donc, le premier point, c'est les deux diplomates rwandais accusés d'activités illicites. C'est surtout ça que j'aimerais bien souligner. C'est surtout ce point-ci que j'aimerais qu'on débatte de ce sujet. Donc, les diplomates rwandais qui sont accusés d'activités illicites. Donc, alors que l'ambassadeur Dieudonné Servachongolé rencontrait la diaspora rwandaise en Belgique, quand on parle de la diaspora rwandaise, surtout entre nous, surtout vous qui nous suivez et qui n'êtes pas rwandais d'origine, nous, il est dans nos habitudes de parler, quand on parle de la diaspora rwandaise, normalement, les autres diasporas, quand on parle d'une diaspora d'un pays, c'est vraiment l'ensemble de toutes les personnes natives d'un autre pays, mais qui vivent dans un autre pays. Mais en ce qui concerne le Rwanda, ce n'est pas tellement le cas, parce que, je vous l'avais dit tout à l'heure, normalement, quand on parle de la diaspora rwandaise, normalement, on comprend les Rwandais qui vivent ici en Belgique ou dans d'autres pays du monde, mais qui sont d'obédience, qui sont pro-FPR. Le FPR étant le parti qui est au pouvoir au Rwanda. Donc, je disais donc que dans cette rencontre entre l'ambassadeur Dieudonné Sebachongolé et la diaspora rwandaise en Belgique, cette rencontre, c'était vraiment la première fois qu'ils se sont rencontrés. Donc, à travers des canaux de communication en ligne, ils se trouvaient à ses côtés. Ils se trouvaient à ses côtés, donc aux côtés de l'ambassadeur rwandais, Gustave Nwaramuheto et Jean Bosco Nilitura, respectivement chargés d'affaires et premier secrétaire à l'ambassade du Rwanda en Belgique. Donc, c'était une surprise puisque les quelques membres de la diaspora qui ont répondu présents s'attendaient à apercevoir André Bukiana, Grace Nyinawumuntu et Jean-Pierre Nzurwanda qui ont été nommés il y a déjà 3 mois en tant que diplomates à l'ambassade du Rwanda en Belgique. Mais la surprise est d'autant plus grande que Gustave Nwaramuheto et Jean Bosco Nilitura ne seraient plus en odeur de sainteté en Belgique. D'après nos informations, je vous rappelle que ça c'est un article paru dans Jambo News, d'après nos informations recueillies auprès de proches de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, les deux diplomates rwandais seraient sur la sellette depuis de nombreux mois. En effet, et ça on va le voir tout à l'heure, en effet, Jambo News avait révélé il y a quelques mois les activités illicites qui seraient menées par ces diplomates rwandais en Belgique. Ça, on va en parler tout à l'heure, parce que vous voyez qu'il est bien souligné, ils sont bien mis en rouge, c'est-à-dire que on va y revenir pour parler justement de ces activités illicites que certains diplomates rwandais mèneraient ici en Belgique. Même un peu partout dans le monde d'ailleurs, ça on va aussi en parler en quelques mots. Ces révélations sur les activités dépassant le cadre de leur statut de diplomate faisaient suite aux nombreuses déclarations d'officiels belges à propos des activités illicites des services rwandais en Belgique, comme celle de Guy Rapaille, l'ancien chef du comité R, donc l'organe en charge des services de renseignement, qui a parlé de
l'existence d'escadrons de la mort rwandais en Belgique. Vous voyez, donc, cet ancien, je peux appeler ça un agent de la sécurité belge qui a travaillé dans les services de renseignement belge, qui a dit récemment, qui a dit clairement qu'il existe ce qu'il a appelé les escadrons de la mort rwandais ici en Belgique. Le ministre de la Justice de l'époque, Koen Geens, qui est du parti CDNV, avait ensuite confirmé au Parlement fédéral le 16 octobre 2019, pardon, ça serait un peu trop loin là, 1919. Donc, il avait ensuite confirmé au Parlement fédéral le 16 octobre 2019 que, je cite, les services de renseignement rwandais étaient bel et bien actifs sur notre territoire. Depuis lors, il était dans le collimateur des autorités belges qui auraient fini de signifier au gouvernement rwandais de ne plus vouloir de Gustave Ntwara Muheto ni de Jean Bosco Ngitura comme diplomate sur le sol belge. Donc vous voyez que ça, c'est pas vraiment des informations en l'air comme ça, c'était des informations dignes de confiance et qui ont été même relayées par le Parlement belge lui-même. Et le ministre même, Koen Geens, qui en avait parlé, qui avait confirmé qu'il existait effectivement des activités au niveau de la diplomatie rwandaise, des activités qui avaient des visées, on va dire, des visées qui pouvaient vraiment nuire à la sécurité de certains Rwandais, de certains membres de la communauté rwandaise qui vivent ici en Belgique. Donc, mais le régime rwandais alors a répliqué. Donc, le régime rwandais ne s'est pas laissé faire. Donc, à 7000 km de Bruxelles, du côté de Kigali, il semble que le gouvernement rwandais a décidé de réagir. D'après les informations recueillies auprès d'une source au sein de la Direction générale de l'immigration et de l'immigration rwandaise, 2 diplomates belges sont sur la sellette. En effet, le Rwanda refuserait catégoriquement de renouveler les visas diplomatiques de ces 2 diplomates, alors que ceux-ci devraient normalement expirer en cette fin d'année 2020. En relations internationales, non pas renouveler des accréditations de diplomates est le moyen ultime de communiquer une désapprobation forte à un autre pays. Déjà en avril dernier, 2 autres diplomates de la représentation belge à Kigali s'étaient vus montrer la porte par l'autorité rwandaise. En cause, un hommage rendu par l'attaché militaire et le premier conseiller de l'ambassade au casque bleu belge assassiné en 1994, la veille de la date officielle au début de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ici, on peut marquer une petite pause pour une petite explication. Normalement, au Rwanda, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis commence officiellement le 7 avril. Il commence le 7 avril. Donc, il est tout le monde sait que les autorités de Kigali, lorsqu'il y a des gens, des personnes ou des organisations qui essayent de commémorer le génocide ou alors les théories qui ont eu lieu dans notre pays, lorsqu'ils commencent de les commémorer une autre date que celle du 7 avril, ils sont taxés de négationnistes, ou alors du vers peut-être dénaturer ou minimiser le génocide contre les Tutsis. Et c'est pour ça. Donc, il faut absolument que, si on veut célébrer la commémoration du génocide contre les Tutsis, il faut absolument que ça commence le 7 septembre. Donc, alors, ces 2 diplomates, alors, avaient été obligés ils avaient été renvoyés tout simplement du Rwanda, pour parler couramment, ils avaient été renvoyés du Rwanda parce qu'ils avaient osé aller honorer la mémoire des casques bleus belges qui ont été assassinés en 1994 au Rwanda. Ils avaient osé oui, c'est bien le mot, ils avaient osé le faire le 6 avril, au lieu de le faire le 7 avril. Alors, le gouvernement rwandais a vu que ça, c'était une façon de minimiser, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, de minimiser ou de dénaturer la symbolique des commémorations du génocide. Ça, on peut en discuter, on peut vraiment expliquer plus en large, mais ici, je ne vais pas entrer dans le détail parce que, comme je vous l'ai dit, je compte revenir sur ce thème
ce thème de relations entre le Rwanda et la Belgique, entre le Rwanda et la France, entre le Rwanda et enfin, tout ce qui est les relations diplomatiques entre le Rwanda et les autres pays. Mais je vais vraiment pour être sûr d'aborder ce sujet, ce thème vraiment de façon approfondie. Je vais essayer d'inviter les gens qui connaissent beaucoup mieux que moi, soit les diplomates, ça c'est vraiment les mieux indiqués pour avoir les informations précises, les informations de première main à propos justement de ces relations, ou alors je vais essayer d'inviter des experts. Il y en a certains que je suis en train de contacter qui sont d'accord pour venir parler de ce sujet à la radio, à notre Radio Rumuri. Donc c'est-à-dire que une source proche du gouvernement rwandais avait expliqué à RFI que le fait de célébrer les casques bleus belges qui ont été assassinés en 1994, le fait de célébrer leur mémoire le 6 avril, que ça c'était une sorte de minimiser ou de dénaturer la symbolique des commémorations du génocide commis contre les Tutsis rwandais. Alors, les autorités rwandaises avaient sommé leur homologue belge de rappeler les deux diplomates ce que le gouvernement belge s'est empressé de faire. Ça aussi, je vais essayer d'aborder ce thème aussi, le fait que les autorités rwandaises semblent vraiment, j'allais dire, faire peur aux autorités belges. C'est comme si la Belgique vraiment craignait le Rwanda. Ça, on va en parler dans le deuxième volet de cette émission. Mais ici, je voulais d'abord parler de cet article que vous avez devant vos yeux, et qui est entre tu chasses mes deux diplomates, je chasse deux. Donc c'est un genre un jeu de ping-pong un ping-pong diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Donc, tu arrêtes deux diplomates, j'arrête deux. Tu renvoies deux, j'en renvoie deux. Donc, c'est comme ça que donc, les relations diplomatiques entre le Rwanda, entre la Belgique et le Rwanda, on voit bien qu'ils ne sont pas si au top que ça, aussi au beau fixe que ça. Alors, la première expulsion, donc, comme quoi, ce que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas vraiment ça ne date pas d'hier, hein, cette relation un petit peu houleuse entre la Belgique et le Rwanda. On remarque que la première expulsion d'un diplomate belge par les autorités rwandaises remonte en janvier 2013 déjà. Donc, il y a 7 ans d'ici. Donc, celle-ci concernait un sous-officier du service de l'attaché de défense à Kigali. Donc, le ministre rwandais des Affaires étrangères à l'époque, c'était Louise Mushikiwabo, avait, dans une lettre adressée à l'ambassade de Belgique à Kigali, donné à ce militaire 48 heures pour quitter le territoire rwandais en raison, je cite, entre guillemets, d'activités incompatibles avec sa fonction. Et pourtant, vous avez vu tout à l'heure que il y a les deux diplomates rwandais basés ici en Belgique qui sont visés par les mêmes activités incompatibles avec, pour utiliser leur langage diplomatique justement, les activités incompatibles avec leur rôle de diplomate. Donc, ils sont toujours ici. C'est eux qui ont été vus à côté du nouvel ambassadeur du Rwanda ici à Bruxelles. C'est eux qu'on a vus. Alors qu'on s'attendait à voir les 3 autres qui ont été nommés, que j'en ai parlé un peu plus haut. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce que réellement, comme l'affirme dans les sources diplomatiques, vraiment tout, est-ce que vraiment la collaboration est au beau fixe entre le Rwanda et la Belgique? Est-ce que les relations diplomatiques, c'est vraiment, elles sont au beau fixe, comme l'affirment les deux représentations diplomatiques, que ce soit belge ou rwandais? Donc, cette brouille diplomatique, évidemment, intervient alors que tout indiquait que les relations diplomatiques rwando-belges étaient au beau fixe. En effet, en septembre dernier, Paul Rusesabagina, encore une autre épine, si je peux ainsi m'exprimer, une autre épine dans le pied des relations, dans les pieds des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, Paul Rusesabagina, qui est de nationalité belge, avait été enlevé carrément. Enlevé, c'est bien le mot qu'on a été utilisé, était enlevé. D'autres même disent qu'il a été kidnappé carrément. Donc, on affirme avec toutes les informations que nous avons, toutes les informations que nous avons tendent à montrer que M. Paul Rusesabagina a été kidnappé à Dubaï
même si les autorités rwandaises ont donné au moins 3 versions différentes sur la façon dont M. Paul Rusesabagina est arrivé à Kigali. Parce que certains disent que, et même si on se base sur les propos du président de la République rwandaise, lui-même, Paul Kagame, qui a dit qu'on l'aurait induit en erreur et qu'il a pris un avion en pensant se rendre ailleurs et qu'il s'est retrouvé à Kigali. Donc, sur ce que lui, il appelle qu'on lui aurait menti, qu'on lui aurait induit en erreur pour qu'il se retrouve à Kigali, lui. Mais il y a d'autres qui disent que il y a même ceux qui ont allé jusqu'à dire que Paul Rusesabagina est venu de lui-même, qu'il est allé de lui-même, qu'il s'est rendu à Kigali lui-même, et d'autres qui ont dit qu'il y a eu une coopération entre le Rwanda et l'autorité de pays étrangers, que Paul Rusesabagina a été ramené à Kigali, mais non. Normalement, nous savons maintenant toutes les preuves que nous avons tendent à montrer, à prouver que M. Paul Rusesabagina a été kidnappé et conduit de force, et conduit malgré lui à Kigali. Donc, je disais donc Paul Rusesabagina, donc en septembre dernier, donc, Paul Rusesabagina, qui est de nationalité belge, avait été enlevé dans des conditions obscures à Dubaï, puis amené au Rwanda où il est incarcéré en attente de son procès. Il y a un autre aussi, le brigadier général Nzabamwita, chef de service de renseignement rwandais, avait indiqué dans un entretien avec New York Times qu'il avait bénéficié de la coopération de la Belgique depuis le début, assurant même avoir reçu les félicitations du chef de service de renseignement belge. Donc, cela a été officiellement démenti par Claude Van de Voort, leur chef de service de renseignement militaire. Donc, la sûreté de l'État, l'autre service de renseignement belge n'avait lui pas réagi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même si on peut penser qu'il y a une collaboration entre les deux services de renseignement, donc je pense quand même le fait qu'il y ait certaines personnes, certains gens qui seraient impliqués dans le transfert ou dans le kidnapping ou dans le fait que Paul Rusesabagina se retrouve à Kigali. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les autorités belges ne bougent pas, ne remuent pas leurs petits doigts pour essayer d'aller demander ce qui se passe à propos de l'arrestation, ou alors, moi je dis du kidnapping, ou alors de l'enlèvement. C'est le mot qu'utilise ce journal, Jambo News. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que les autorités belges ne disent rien, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelques ententes entre les deux services de renseignement à propos de M. Paul Rusesabagina. Mais je sais que les avocats de M. Rusesabagina sont derrière, sont en train de le pousser pour que le droit soit dit, pour que la justice soit rendue, pour que quand même M. Paul Rusesabagina puisse bénéficier d'une justice équitable. Et surtout qu'on sache comment, dans quelles conditions M. Paul Rusesabagina s'est retrouvé à Kigali. Ça, sa famille a expliqué de long à large sur cette radio d'ailleurs, dans différentes langues, soit en anglais, en français ou en Kinyarwanda. La famille a expliqué de long à large ce qui s'est passé pour que M. Paul Rusesabagina se retrouve à Kigali. Mais on voit bien qu'ici, si on creuse bien, on voit que ce n'est pas, que les autorités belges ne sont pas si étrangères que ça à cette déportation. Alors, il y aurait aussi, ce qui montre justement qu'il y aurait quelques accointances ou quelques ententes entre les deux services, qu'il y aurait, donc là se pose la question, quid de l'accord entre les services de renseignement rwandais et belges alors? Les relations entre les deux pays n'avaient pourtant jamais été aussi abouties, n'avaient pourtant jamais été aussi abouties. En effet, le journal Le Soir, d'ici en Belgique, révélait en décembre 2019 l'existence d'un accord de coopération de haut niveau entre le SGRS, donc le service de renseignement militaire belge, et le NISS, le service de renseignement extérieur rwandais. Vous voyez que c'est ce que je disais, qu'il y aurait eu des ententes derrière, comment on appelle ça, comme on nous disait ça en Rwanda, des ententes vraiment qui ne sont pas très officielles, qui ne sont pas bien signées, qui ne sont pas officielles, mais qui sont bel et bien là, qui ne sont pas publiques, voilà, qui ne sont pas connus de tout le monde, mais qui sont là, qui sont bien signés, qui existent.
Donc, la mise à jour de ce Memorandum of Understanding, donc MOU, par le journaliste Louis Collard du Soir, a provoqué le lancement d'un audit de l'ensemble des accords signés par le SGRS, donc le service de renseignement militaire belge, avec les services étrangers. Dans ses recommandations, le comité R a demandé au SGRS d'évaluer dans un délai de 2 ans l'ensemble des partenariats internationaux. Désormais, plus aucun accord ne pourra être signé sans le blank-seeing du gouvernement. Donc, Samuel Kogolati, l'un des députés incolores qui avait interrogé Koungins à l'automne dernier, a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral belge ne peut admettre que le CGRS signe des accords de coopération illégaux avec des services de renseignement étrangers qui nuisent à des opposants, dissidents ou journalistes en Belgique. Vous voyez que cette citation est bien en italique. Là. Elle est vraiment bien mise en évidence, et bien en italique. C'est pourquoi? Parce que justement, ces accords entre le service de renseignement militaire belge, de renseignement belge, si je peux ainsi dire, et le service de renseignement militaire rwandais, ces accords qui ne sont pas publics, mais que le journal Le Soir a mis dehors, a publié tout simplement, a porté à la connaissance de tout le monde, entre ces accords nuiraient dangereusement et gravement aux opposants. Repensez encore à M. Paul Savagina. M. Paul Savagina, c'est un héros national au Rwanda. C'est quelqu'un on en a parlé sur cette radio, tu m'as parlé de ce monsieur Paul Savagina, qui est-il? Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir le film Hotel Rwanda, c'est lui, ce film Hotel Rwanda a été fait sur base de ce qu'a fait monsieur Paul Savagina. Il a été honoré de toutes les décorations les plus hautes, les plus distinguées. Il a même été décoré par le président américain, le président Bush américain. Au départ, il était même un grand héros national au niveau national au Rwanda parce qu'il avait contribué à sauver plus de 1200 Tutsis lors du génocide contre les Tutsis. Mais lorsqu'il a commencé à dénoncer ce qui n'allait pas au point de vue, donc au sein du pouvoir de FPR, alors il est devenu l'ennemi public numéro 1. Et vu que c'est quelqu'un qui était très bien vu à l'étranger, qui était très bien vu soit ici en Belgique, soit en France, et surtout aux États-Unis. D'ailleurs, il avait aussi la green card des États-Unis, donc il pouvait vivre aux États-Unis comme il veut. Et il avait aussi acquis la nationalité belge. Mais dès qu'il a commencé à dénoncer les méfaits, à dénoncer les exactions du FPR, les tueries, les massacres, les violations flagrantes des droits de l'homme, alors ce monsieur, Paul Savagina, est devenu une bête à abattre, tout simplement. Il est devenu l'homme à abattre, il est devenu l'homme à chasser quoi qu'il en soit, et puis il est l'homme à éliminer quoi qu'il en soit. On voit bien que les accords, alors c'est ce que disent aux députés, Samuel Kogolati, qui dit que ces accords entre les deux services de renseignement nuisent gravement, et ils sont illégaux en plus. C'est parce qu'ils ne sont pas publics, ils ne sont pas homologués ou du moins approuvés par le Parlement belge, mais ils sont là, ces accords sont là, et ces accords nuisent dangereusement à trois sortes de personnes, c'est-à-dire les opposants, comme M. Paul Savagina, ou alors les dissidents, comme Paul Savagina, comme toutes les personnes d'origine rwandaise qui se sont levées pour dire que ce que fait le gouvernement rwandais n'est pas, n'est pas catholique, et n'est pas admissible. Et tous ceux qui osent dire ça, ceux qui osent dénoncer ça, tous ceux-là sont vraiment chassés. Et voilà. Si alors les autorités belges commencent à mettre en place des accords qui visent à attraper, à arrêter ces gens, c'est que ces accords nuisent justement au principe de démocratie, au principe de libre expression, au principe auquel d'ailleurs la Belgique adhère, d'ailleurs lequel fait respecter ici en Belgique.
Donc, il y a d'abord ces opposants qui sont menacés par ces accords. Il y a d'abord les dissidents aussi, les dissidents donc, qui ne parlent pas le même langage que le FPR, ceux qui osent dire que le FPR a commis des atrocités. Et tout cela sont visés par ces accords. Alors, ça serait alors les accords qui viendraient alors cautionner certaines violations des droits de l'homme. Et surtout, regardez le troisième groupe de personnes qui risquent d'être menacées par ces accords, c'est les journalistes. Les journalistes, dont votre serviteur qui vous parle ce soir, parce que la radio Rumuri aussi est dans le collimateur de ces gens qui disent que la radio Rumuri, parce que la radio Rumuri, comme son nom l'indique, c'est une radio qui est là pour essayer d'éclairer les gens, de leur révéler la vérité, de dire la vérité telle qu'elle est. D'essayer vraiment, en plus, c'est une radio qui travaille de façon professionnelle, c'est une radio qui est crédible. Alors, si on commence maintenant à avoir des accords en catimini, des accords qui ne sont pas officiels, des accords qui ne sont pas publics entre les deux services, c'est-à-dire que les journalistes aussi, notamment même Jambo News, lorsque vous voyez la façon dont les autorités de Kigali s'attaquent vraiment à ces jeunes, oui, ce sont des jeunes, personnes, ce n'est pas comme nous qui sommes déjà vieux, nous avons fait notre temps. Nous, ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est juste que la vérité soit connue, la vérité, ce qui s'est passé au Rwanda, ce soit connu de tout le monde. C'est pour ça que nous luttons, c'est pour ça que nous passons les nuits à préparer ces émissions, à vous présenter vraiment la vérité telle qu'elle est, à vous montrer la vérité cachée sur ce qui s'est passé chez nous au Rwanda. C'est pour ça que nous essayons aussi de le faire dans plusieurs langues. Nous essayons de le faire en Rwanda, en français, en anglais. Bientôt, on va commenter des programmes en anglais, et des programmes en Swahili, des programmes en Ouganda. Et nous sommes en train aussi de voir, donc vraiment de le faire dans plusieurs langues, dans le maximum de langues possibles, que les Rwandais comprennent, que les Rwandais parlent, mais aussi que la communauté internationale puisse entendre dans leur propre langue. Ici, je pense qu'ici en Belgique, les gens vont comprendre que ce qui se passe chez nous, ce n'est pas tellement ce qu'on nous raconte réellement. Ça n'a rien à voir avec la version officielle de ce qui se passe, la réalité. Donc, la radio Rumuri aussi, alors, pourrait être dans le collimateur des gens qui ne veulent pas justement que la vérité soit connue. Et donc, vous voyez que les opposants, les dissidents et les journalistes seraient alors parmi les groupes de gens qui seraient menacés par ces accords, si ces accords vraiment venaient à être mettre en pratique, ce qui serait vraiment dommage. Donc, vous voyez que si j'ai décidé de parler de ce sujet ce soir, c'est que c'est un sujet sensible d'abord, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui peut mettre en danger la vie des gens, ça c'est sûr. Mais heureusement que nous avons décidé, si nous avons commencé par exemple à ouvrir cette radio, c'est que nous avons décidé de vraiment ne plus avoir peur de dire la vérité, même si nous arrivait quelque chose, nous sommes prêts à assumer ce qui va nous arriver, parce que tout ce qui va nous arriver, mais en disant la vérité. Donc, disons que je reprends le petit paragraphe là. Donc, le gouvernement fédéral belge ne peut admettre que le CGRS signe des accords de coopération illégaux avec les services de renseignement étrangers qui nuisent à des opposants, aux dissidents et ou aux journalistes en Belgique. Donc, selon ce député, toujours, il revient à la Belgique de protéger les droits humains, les libertés fondamentales et l'intégrité physique de ses ressortissants et réfugiés politiques rwandais en exil sur son territoire, de même que toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à leur sort. Ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut absolument répéter. Donc, la Belgique doit, même s'il y a ces accords qui risquent de nuire à notre sécurité personnelle, mais ce sont des accords qui risquent vraiment de porter atteinte aux libertés fondamentales, aux droits humains, ce qu'on appelle le droit de libre pensée, de libre expression. Si on venait à museler les journalistes qui veulent révéler la vérité sur ce qui se passe chez nous, qu'on vienne à les faire taire, c'est vraiment l'atteinte au droit
d'information. Les gens doivent être informés, doivent être au courant de ce qui s'est passé chez nous réellement, sans toutefois être taxé de minimisation du génocide, de négationniste du génocide. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc tout ça, comme je vous le dis, je vous le répète, j'aurai le temps, j'aurai vraiment le plaisir d'y revenir et d'en parler en détail parce que je vais chercher les invités qui connaissent mieux le sujet pour essayer de développer en plus, de développer un peu plus, de développer en profondeur tous ces thèmes. Donc, il y aurait, même si on parle alors de relations qui sont au beau fixe, mais quand même, il y aurait une tension qui montrait en coulisses. Donc, on semble se diriger vers un bras de fer diplomatique entre la diplomatie belge sous la houlette de Sophie Williams, nouvelle ministre des Affaires étrangères belge, et le régime rwandais. Donc, la présence aux côtés du nouvel ambassadeur du Rwanda, de Gustave Ntamwete, de Jean Bosco Ntoula, deux diplomates qui sont sur un siège éjectable, pose question. Tout comme l'absence de 3 diplomates nommés déjà depuis plus de 3 mois qui, semble-t-il, ne sont toujours pas en poste. Le FPR, parti au pouvoir au Rwanda, adepte d'une diplomatie belliqueuse, aurait-il décidé de conserver contre la volonté des autorités belges les 2 diplomates en question? Pourquoi les 3 diplomates rwandais, dernièrement nommés à Bruxelles, ne sont toujours pas en fonction? De l'autre côté, qu'est-ce qui expliquerait le refus catégorique de renouveler le visa des 2 diplomates belges en poste à Kigali? Quid de l'accord de la coopération en matière de renseignement signé en 2016 entre les 2 pays? Plusieurs questions se posent à cette fin d'année concernant les relations entre les 2 pays qui montrent des signes de friction. Donc, vous voyez bien que même dans ces relations, je ne sais pas si je peux dire que ce sont des relations qui sont tendues, mais c'est des relations quand même qui ne sont pas si au bon fixe qu'on veut nous le faire croire. Donc c'est une affaire à suivre et comme je vous l'ai dit, je vais tâcher de trouver des experts en relations internationales ou alors des gens qui connaissent mieux ce qui est des relations diplomatiques, des gens qui connaissent mieux que moi pour qu'ils viennent éclairer ma lanterne pour que on puisse mieux comprendre cette situation des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Et je vous avais dit que j'allais parler aussi d'un autre sujet. Il y a un autre sujet tout à l'heure. Il y a tout un paragraphe que vous avez trouvé qui était en rouge. Et je vous avais dit que j'allais revenir sur ce chapitre. C'est le chapitre qui parle de ce qu'on appelle les escadrons de la mort rwandais en Europe. Je vais aussi essayer de vous le partager. Je vais essayer de vous le partager aussi pour que vous puissiez vous-même voir. On va partager cet article en même temps et puis on va le parcourir ensemble pour que vous puissiez voir vous-même que je suis en train de... Je n'invente rien du tout. Voilà, donc, vous voyez, vous devez voir maintenant, dit Belgique, les activités obscures de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Ça, c'était aussi un article qui a été publié le 30 juin 2019 par le même journal, le journal Jambo News. Donc les services belges rwandais ont informé, qu'est-ce que je raconte moi? Les services belges ont été informés de l'existence de l'escadron de la mort, ce sont les escadrons rwandais en Europe. Avant de commencer de parler de ce sujet, laissez-moi quand même vous passer encore une petite chanson, et puis je reviendrai pour qu'on puisse parler de ce sujet qui est épineux. C'est une chanson qui parle de la paix, qui a été composée par Feu Kizito Mihigo, que moi j'appelle saint. C'est le saint vraiment parce que c'est le saint des saints, c'est un saint parmi les saints, et monsieur Kizito Mihigo. Et puis après, je reviendrai pour qu'on parle de ce sujet et d'un autre sujet à propos aussi des relations. Chers amis auditeurs de Radio Rumuni, cette chanson est belle, mais il faut quand même qu'on avance dans nos programmes d'aujourd'hui.
ce qui fait qu'on va y revenir, on va la réécouter tout à l'heure quand j'aurai terminé le sujet que j'aimerais quand même aborder aujourd'hui. Donc, nous allons continuer à parler justement de ces relations entre la Belgique et le Rwanda. Donc, il s'agit de cet article, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est sorti dans la revue Jambo News le 30 juin 2019, qui parle des escadrons de la mort, des escadrons de la mort qui sont d'origine rwandaise, mais qui sévissent ici en Europe. Et ce ne sont pas ce ne sont pas vraiment des paroles en l'air, c'est vraiment des escadrons de la mort qui menacent, qui intentent à la vérité, pas la vérité, d'accord, mais aussi, surtout, qui peuvent mettre en péril l'intégrité physique des gens qui osent critiquer le pouvoir de Kigali, qui aiment parler de la vérité, qui aiment vraiment, qui osent essayer de faire en sorte que la vérité soit connue pour que tout ce qu'on appelle la doxa officielle des autorités de Kigali, qui essaie de les remettre en question. Donc, je disais donc que les autorités belges ont été informées de l'existence des escadrons de la mort rwandais en Europe. Donc, cette phrase prononcée par le chef du comité de contrôle des services de renseignement belge en juin 2018 a été le déclencheur d'une vaste enquête de la rédaction de Jambo News. Pendant près d'un an, de Bruxelles à Kigali en passant par Paris, nous nous sommes intéressés au réseau des renseignements et de sécurité rwandais en Europe que les autorités belges désignent comme des escadrons de la mort. Nous avons eu l'occasion de rencontrer une dizaine d'individus impliqués directement ou indirectement dans ces réseaux de renseignement rwandais opaques. Donc, ce sont des agents de renseignement, mais qui sont opaques, qui se livrent aux activités obscures. Quand je dis obscures, c'est surtout pour dire que ce sont les activités qui menacent l'intégrité physique des gens, qui risquent d'ailleurs de porter atteinte carrément à la vie des gens qui sont jugés comme indésirables ou alors qui sont jugés, on va dire, dangereux, dangereux pour les autorités de Kigali, justement parce qu'ils essayent de mettre dehors, de faire connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé réellement chez nous au Rwanda. Et ce qui se passe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Lorsque ceux qui nous suivent en langue nationale, dans notre langue nationale, le Rwanda, vous savez que nos émissions sont surtout consacrées aux droits de l'homme chez nous au Rwanda, à la violation des droits de l'homme chez nous au Rwanda. Mais récemment, on parlait des gens qui ont été expropriés, non pas expropriés, mais qui ont été chassés carrément de leur domicile, de leur propriété, qui ont été expropriés, qui ont été pillés, dont les maisons ont été démolies et qui se retrouvent à la rue. C'est un sujet que nous avons abordé. Je pense d'ailleurs que tout à l'heure, on va y revenir quand je vais commencer les émissions en langue nationale. Des sujets vraiment, des gens qui commencent à dire non, ça ne va pas au Rwanda. Il y a beaucoup trop de violations des droits de l'homme, et notamment les gens qui meurent, qui sont assassinés, les gens qui sont portés disparus tout simplement. Les gens de solitude. Quand on creuse plus en profondeur, on se rend compte que tout ça se trouve la main du FPR, justement, le parti au pouvoir à Kigali, qui est derrière toutes ces disparitions mystérieuses, toutes ces disparitions forcées, mystérieuses. Alors, lorsqu'on commence alors à creuser en profondeur, que tu sois dissident, opposant ou même journaliste comme nous, comme la radio Rumuri, alors tu rentres directement dans le collimateur de ces escadrons de la mort, oui, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Ou alors les services de renseignement opaques qui font des activités obscures, mais qui sont néfastes, qui sont dangereuses. Donc, tous ces gens alors ont accepté de nous parler. Donc, on parle c'est le Jambo SB, Jambo News, qui parle, le journal Jambo News. Ils disent qu'ils nous ont accepté de nous parler, de nous raconter les tenants et les aboutissants des activités obscures menées sous la coordination de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Leur anonymat a été préservé pour des raisons de sécurité, évidemment. Donc, en 2014, sous l'impulsion des autorités politiques et militaires de Kigali, les services de renseignement ont instruit à l'ambassade du Rwanda à Bruxelles de mettre en place un réseau de sécurité et de renseignement en Belgique. Ce projet nommé
intervention group tout au long de l'année. L'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles à l'époque, Robert Masozera, a tenu plusieurs réunions au cours desquelles les contours, le fonctionnement et les objectifs de cette intervention group ont été dessinés. Donc, à l'initiative du général-major Jacques Nziza, donc, le général-major Nziza a confié son projet au lieutenant-colonel Franco Ntagengwa et au brigadier général, tu vois, qui a tellement de noms, donc, qui ont été à la base de former les gens, de former des groupes qui sont chargés de suivre sous le couvert d'être des agents de renseignement, mais réellement, ils ne veulent pas se renseigner, ils veulent, en réalité, ils veulent nuire, ils veulent vraiment porter atteinte à la sécurité physique, carrément, même à la vie de certaines personnes qu'ils jugent dangereuses ou qui ne veulent pas que l'activité dissidente du FPR puisse vraiment se développer ici en Europe. Alors que nous savons bien que lorsque nous arrivons ici en Belgique, ou même en Europe en général, hein, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, dans les pays scandinaves, la première chose que nous savourons, vraiment c'est bien le mot, c'est cette expression, c'est cette jouissance des libertés de base, la liberté d'expression, cette démocratie qui a vraiment été bien développée dans les pays, dans le monde occident, où chacun peut dire ce qu'il pense, où les autorités ne vont pas jeter en prison quelqu'un qui dit que telle chose n'est pas bien menée, que telle chose qu'il ferait plutôt mieux de travailler comme ça. Mais non. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous sommes rendus compte que justement ici en Belgique, en Europe en général, il y a cet esprit de la démocratie, de la libre expression. C'est pour ça justement que nous essayons d'en profiter, de faire en profiter aux autres qui sont restés chez nous et qui sont ailleurs, pour essayer de les sensibiliser, pour leur expliquer que ce qu'on appelle les droits de l'homme, ce qu'on appelle la démocratie, ça existe réellement. Mais quand tu commences à soulever ces questions, tu es traité de tous les noms, négationniste, minimisation du génocide, révisionniste, il y a toutes les expressions qui y passent pour justement essayer de salir notre image, pour essayer de nous faire passer pour des gens qui risquent de nuire au FPR. C'est pourquoi alors, on a constitué justement ce groupe qui s'appelle Intervention Group, qui a vu jour au courant de l'année 2014. Vous voyez qu'il y a quand même plus de 6 ans que ce groupe existe. Il est sous la forme, comme je viens de le dire, sous une forme d'un service de sécurité, de renseignement officieux pour le compte des autorités rwandaises en Europe. Donc, il a pour vocation d'être déployable sur l'ensemble des États de l'Europe occidentale. Vous voyez bien. Donc, il peut être à n'importe quel moment, il peut être vraiment déployable. À n'importe quel moment, on peut le déployer où on veut, on peut le mettre. Il peut être opérationnel dans n'importe quelle région dans le monde occidental, dans l'Europe occidentale. Vous voyez qu'il y a au moins 5 objectifs. Donc, il a un quintuple objectif. De 1, déstabiliser les activités, actions et projets de l'opposition politique. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle l'opposition politique normalement? Comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés en Occident, nous avons remarqué qu'ici, en Europe, même si on le savait déjà, nous qui avons fait des études, qui avons eu la chance de faire des études chez nous, nous savions déjà que ce qu'on appelle la démocratie, ça existe réellement, que les droits de l'homme, ça existe, mais nous avons aussi connu ce qu'on appelle la dictature. Je pense qu'ici en Europe, ce mot n'existe presque pas, on ne le connaît pas. La dictature, tout ce qui est oppression, tout ce qui est ne pas pouvoir dire ce que tu penses, tout ça, on savait que ça existait, mais lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons vu sur le terrain, nous l'avons vraiment vécu, nous le vivons. Alors nous avons essayé, les gens qui commencent maintenant à expliquer aux autres que vraiment qu'on n'a pas droit d'opprimer, d'oppresser, de faire de l'oppression, d'essayer d'emprisonner les gens sans les juger, de faire disparaître les gens,
ce n'est pas normal de piller les gens, de piller les biens publics, de ne pas bien utiliser les biens publics, tout ce qui est la corruption, tout ce qui est le népotisme, tout ça, nous avons essayé, nous essayons, en tout cas, c'est le rôle de cette radio d'ailleurs, c'est d'expliquer aux gens que ça, c'est pas les agissements dignes d'un régime vraiment qui est soucieux du bien-être des gens. Alors, lorsque tu commences à leur expliquer aux gens tout ça, tu es tout de suite traité d'opposition. Alors, c'est nous, être opposé, être dans l'opposition, ça veut dire pour le gouvernement rwandais, ça veut dire tout simplement que tu es ennemi du pays, ennemi à abattre. C'est ennemi vraiment, ennemi à éliminer physiquement carrément. Et ça, c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, dès que tu commences vraiment à voir clair, à dire que ceci ne va pas, qu'il faut faire, qu'il faut œuvrer pour le bien-être de la population, non, tu es tout de suite traité justement de tous les noms, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, l'un des premiers objectifs, attends, je vais vous laisser lire vous aussi, parce que j'ai l'impression que vous ne le lisez pas, que vous ne le lisez pas avec moi. J'ai l'impression, parce que j'aimerais bien quand même vous le partager pour qu'on avance ensemble. J'espère que vous le voyez devant vous. J'espère, parce que j'espère, non, vous ne le voyez pas. Je vais essayer de vous le faire partager pour que vous voyez vous, en même temps que moi. Il faut que vous lisiez en même temps que moi cet article, parce que je croyais l'avoir fait, mais apparemment non, je ne l'ai pas fait. Voilà, il est là. Donc, vous voyez les 5 objectifs de cette intervention group, donc le groupe d'intervention qu'on appelle ça, comme je vous l'ai dit, un groupe qui doit être susceptible d'intervenir à n'importe quel moment, dans n'importe quel pays en Europe occidentale. Quand on parle de l'Europe occidentale, évidemment, tout ce qui est la France, la Hollande, les Pays-Bas, la Belgique, évidemment, tout ce qui est le Royaume-Uni, à l'Allemagne, tout ce qui est la Scandinavie, donc tous ces pays de l'Europe occidentale, si jamais on voit qu'il y a des activités, des actions et des projets de l'opposition politique, donc les gens qui vont commencer à commencer à dire ce qui ne va pas dans le sens de ce que fait le FPR, tous ces gens-là, peu importe où ils se trouvent en Europe occidentale, tous ces gens-là vont être ciblés et on va essayer de déstabiliser leurs activités. Ça, on a vu, justement, quand on parle de déstabiliser les activités, on a vu, par exemple, lorsqu'on organisait des manifestations ici à Bruxelles, par exemple, lorsque le président Kagame venait en visite ici en Belgique ou même en Europe, soit aux Pays-Bas, soit en Angleterre, chaque fois que les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le FPR au Rwanda, lorsqu'ils essayaient d'organiser des manifestations, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui venaient, des fouteurs de troubles, qui venaient pour saboter, pour agresser les gens. Les gens ont été agressés, les véhicules ont été vandalisés, le monde a été cassé. Les gens les véhicules, les voitures des gens qui étaient venus dans ces manifestations. Je me rappelle bien que dernièrement, dans la dernière manifestation où j'ai été à Gand, c'est en Belgique, nous avons dû être protégés par la police. On a dû mettre vraiment les gens qui étaient pro-Kagame, les gens qui étaient venus pour vraiment dire la vérité de ce que fait Kagame chez nous. Quand on dit Kagame, je dis l'FPR, le régime du FPR. La police a dû nous protéger parce qu'il y avait des menaces qui étaient réelles, parce que vous voyez que ce groupe existe depuis 2014. Donc, les gens, alors ces gens, nous avons dû être mis sous la protection de la police ici en Belgique pour que nous puissions justement faire nos manifestations comme nous l'avions prévu. Mais vous voyez justement que ce groupe-là, il est là pour déstabiliser les activités, les actions et les projets de l'opposition politique. Ils doivent non seulement ça, non seulement déstabiliser ces activités, mais aussi ils doivent mener des activités de renseignement au sein de la communauté rwandaise en Europe, évidemment. Ça, c'est leur rôle de mener. Et ils sont là, comment je peux dire, ils sont là pour savoir tout ce qui se trame, tout ce qui se prépare, tout ce que nous organisons, tout ce que les gens
qui ne disent pas, j'allais dire, traduire en français, les gens qui, en Rwanda, les gens qui n'ont pas le même langage que le FPR, les gens qui ne parlent pas, qui ne disent pas, qui ne pensent pas, qui ne font pas, qui ne soutiennent pas le FPR, tous ces gens, donc ce groupe d'intervention doit connaître, doit savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils comptent faire, ce qu'ils planifient pour essayer de tuer même le projet dans l'œuf pour qu'il ne puisse pas aboutir. Donc, ils doivent mener donc, des activités de renseignement au sein de la communauté rwandaise en Europe. Ils doivent mener des activités de renseignement auprès des personnalités ainsi qu'au sein des institutions et organisations politiques locales et internationales présentes en Belgique. Donc, tous ceux qui peuvent avoir un intérêt stratégique pour le Rwanda, c'est-à-dire l'Union européenne, vous savez, par exemple, s'ils sont vraiment très bien, s'ils sont concentrés surtout sur la Belgique, sont basés en Belgique, c'est qu'en Belgique, comme vous savez, Bruxelles est la capitale de beaucoup d'organismes internationaux, notamment l'Union européenne. Ça se trouve le siège de l'Union européenne. Et beaucoup d'institutions européennes ont leur siège ici à Bruxelles. Même de beaucoup d'institutions internationales, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'institutions qui ont leur siège ici à Bruxelles. Et de ce point de vue-là, ce groupe d'intervention doit faire en sorte qu'ils puissent avoir des renseignements, que ce soit qu'on sache si jamais les gens qui taxent, les gens qui sont dans l'opposition, les gens qui traitent qui sont dans l'opposition, qu'ils ne puissent pas justement avoir accès à ces institutions ou à ces organisations politiques locales, internationales qui sont présentes en Belgique, pour qu'ils ne puissent pas justement leur expliquer la vérité sur ce qui se passe au Rwanda. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que leur vérité, leur doxa soit la seule, l'unique, l'universelle, comme l'Église catholique, que ce soit vraiment la seule qui puisse être connue et que tout le reste, que tout ce qui s'est passé, que la vérité ne soit pas du tout connue. C'est ça l'objectif en fait. C'est pour que vraiment il fasse en sorte que tout ce qui est vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda soit occulté et que ce soit seulement la vérité telle qu'elle est dite par les autorités officielles de Kigali. Donc, il faut que vraiment que, les Rwandais ne puissent pas s'organiser entre eux parce qu'ils vont saboter leurs activités et leurs actions et leurs projets. Ils ne veulent même pas arriver à s'organiser parce qu'ils vont les infiltrer carrément. C'est le mot infiltrer. Mais le mot infiltrer dans notre langue, vraiment, à toute sa portée, à toute sa profondeur, à tout son sens. Donc, ils vont les infiltrer, puis savoir, avant même qu'ils aient pensé à concevoir ces projets, ces groupes vont infiltrer la communauté rwandaise en Europe pour essayer d'être déjà au courant de ce qu'ils préparent avant qu'il ne soit réalisé. Et puis ensuite, alors, ils vont contrecarrer toute vérité qui voulait informer ou essayer de parler aux institutions internationales qui sont basées surtout ici en Belgique ou même en France. Il y en a quelques-unes en France ou en Hollande et aux Pays-Bas. Donc tout ça, c'est pour essayer vraiment de contrecarrer, de cadenasser pour que la seule vérité qui soit connue soit celle qui est dite par le FPR et pas autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi protéger les membres de la diaspora qui soutiennent le pouvoir du Kigali et du FPR, ça c'est juste. Mais je ne vois même pas pourquoi ils doivent les protéger, puisque les gens qui appellent les gens de l'opposition, ils ne menacent aucunement, ils menacent en aucune façon. D'abord, nous n'avons pas de moyens de menacer les membres de la diaspora. Nous n'avons pas de moyens. Et même si on avait les moyens, nous n'avons pas l'intention. Les gens qui veulent la vérité, qui veulent le bien de tous les Rwandais, n'ont même pas les moyens, n'ont pas l'intention tout simplement. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas vouloir intenter à la sécurité des gens. Parce que nous savons ce qu'on appelle les droits de l'homme, nous savons ce que c'est la vie de quelqu'un, ce qu'on appelle, nous parlions la semaine passée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais puis surtout de l'adoption par les Nations Unies de la Charte des droits de l'homme. Ça, nous en avons discuté de long à large. Malheureusement, c'était dans notre langue nationale, mais je pense que j'aurai aussi l'occasion d'y revenir en français pour que vraiment vous voyez que ce qui est la charte des droits de l'homme, telle qu'elle a été signée par les membres de l'organisation de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, pour que telles qu'elles ont été signées, qui ne sont pas du tout respectées chez nous au Rwanda. Nous en avons parlé de long à large
la semaine passée avec les différents invités que j'ai eus à cette radio, que aussi mes collègues aussi ont eu à cette radio. Mais nous n'avons pas justement cette intention d'intenter ou de nuire à qui que ce soit. Nous disons tout simplement la vérité de ce qui se passe au Rwanda. Donc, il y a autre chose, alors, il s'agit d'assurer la protection des personnalités, surtout celle du président rwandais programmé lors de ses déplacements en Europe. Moi, je ne vois pas vraiment pourquoi quelqu'un comme Paul Kagame aurait besoin d'une protection. Je ne vois pas qui intenterait à sa vie. Moi, je ne vois vraiment pas comment nous, on était là. Lorsqu'on va, par exemple, les dernières fois qu'il est venu ici, la dernière fois qu'il était venu ici en Europe, on ne faisait que manifester, c'est tout. Une manifestation pacifique qui dénonce toutes les exactions que les autorités rwandaises commettent, c'est tout ce qu'on faisait. On ne va pas intenter à la vie d'un président, de notre président. Oui, notre président, plus nous sommes toujours rwandais, Bégo rwandais évidemment, mais c'est le président rwandais, c'est lui qui a été élu maintenant. Mais le problème, c'est que, alors ici, donc, on va alors rentrer dans les détails avec les gens qui ont été vraiment, comment ces gens ont été recrutés, qui sont ces gens, tout ça, parce que j'ai vu qu'il y a aussi certaines personnes où on cite vraiment les noms. Vous savez que moi, on n'aime pas du tout nous citer les noms des gens. Mais si vous voulez lire l'article, il faut juste aller justement sur Jambo News. Il est en ligne, il est public. C'est un article qui est en public, qui est public, pardon, et que tout le monde peut lire. Donc, vous verrez aussi comment ces gens sont triés à la volée, sur la volée, vraiment triés à la volée, comme on dit en français, parlons français. Et triés à la volée, c'est pas n'importe qui peut entrer dans ce groupe d'intervention. Les critères qu'ils doivent suivre, tu vois vraiment des gens qui sont très bien entraînés. Et là, vraiment, les critères de recrutement, hein, les critères de recrutement, vous le voyez ici même. Donc, ce sont les gens vraiment qui sont triés sur le volet. C'est pas n'importe qui peut entrer dans ce groupe. Donc, tu dois vraiment être imprégné. Tu dois vraiment être imprégné des idéaux du FPR, s'il y en a, des idéaux du FPR, s'il y en a encore, s'ils sont toujours respectés. Donc, vous voyez que c'est un article qui est relativement long parce qu'il donne tous les détails justement, même les photos à l'appui, les photos à l'appui, les photos de ces gens, de façon qu'on puisse voir, vraiment qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants de ces agissements. Donc, si vous voulez vraiment vous renseigner, en savoir plus, parce que je vois qu'il est déjà presque 20h50, alors que j'ai encore un autre sujet à traiter, surtout en langue nationale, et surtout même, j'ai encore un autre sujet à traiter ici, avant de clôturer ces programmes en langue française. Donc, j'aimerais quand même vous renvoyer à l'article qui est sorti justement le 30 juin du journal Jambo News. Je vais encore vous laisser un tout petit peu écouter encore un petit morceau de la chanson qu'on avait commencé tout à l'heure. Et puis, je vais revenir pour terminer avec le dernier sujet que je voudrais débattre avec vous. Amahoro y'Imana par Kizito Mihigo. Vous avez bien fait de choisir Radio Rumuri pour écouter votre radio, la radio qui se soucie des droits de l'homme surtout, et qui est la voix de la société civile ici, qui œuvre surtout ici en Belgique et en Europe en général. Donc, c'est la voix de la société civile. Donc, Radio Rumuri, qui est la voix de la société civile. Je vous l'avais dit tout à l'heure que j'espérais terminer ce sujet, ce thème sur les relations belgo-rwandaises. J'espérais l'avoir fini avant 21h, mais apparemment, je ne vais pas y arriver. Mais j'aimerais quand même, avant de terminer ce premier volet des émissions en langue française, j'aimerais quand même aborder un autre sujet qui parle justement toujours des relations belgo-rwandaises. Je vais essayer de vous le partager comme je l'ai fait jusque-là.
c'est un thème, c'est un sujet qui est paru sur un blog d'un Rwandais, qui s'appelle Gaspard Musabyimana. C'est un sujet intitulé Diplomatie belgo-rwanda. Florilège des couleuvres que le régime du FPR fait avaler à la Belgique depuis 1994. Donc, aussi, nous allons voir, tout à l'heure, j'avais parlé un tout petit peu, j'avais eu l'impression que la Belgique avait l'air de craindre le Rwanda, d'avoir peur au Rwanda, d'avoir peur du Rwanda. Et ici, je vais vous montrer un autre sujet et un autre article qui parle justement de différentes couleuvres que la Belgique a avalées de la part du régime de Kigali. Donc, vous lisez avec moi. Donc, diplomatie Belgique-Rwanda, florilège des couleuvres que le régime du FPR fait avaler à la Belgique depuis 1994. On va en passer en revue quelques-unes de ces couleuvres, mais je vais essayer de les agrandir un tout petit peu les textes pour que vous lisiez mieux avec moi. Voilà. Je pense que c'est un peu trop. Donc, tout observateur avisé de la scène... Non, je pense que ça c'est un peu trop là. Je vais diminuer un tout petit peu pour qu'on puisse quand même... Soit bien, voilà. Tout observateur... Donc, je lis avec vous. Tout observateur avisé de la scène politique et diplomatique de la Belgique aura noté que depuis un quart de siècle, les gouvernements belges successifs, toutes coalitions confondues, tripartites, traditionnelles, arc-en-ciel, rouge romaine, turquoise, jamaïcaine, suédoise, ça, ce sont jusqu'à la Vivaldi aujourd'hui, parce que ça, ce sont les différentes appellations que les gouvernements belges ont eues depuis ces 25 dernières années. Moi, j'en ai connu combien? Oh, j'en ai presque toutes connues, en fait. J'ai connu l'arc-en-ciel, rouge romaine, même la tripartite, là. Turquoise, j'ai connu jamaïcaine, suédoise, tout ça, suédoise, c'était qui vient de sortir, qui vient de terminer ici. Et on est maintenant à Vivaldi. Aujourd'hui, donc, donc, tous ces gouvernements qui sont succédés ici en Belgique depuis 25 ans, donc, ont tous fait profil bas quand il s'agissait des affaires touchant le régime installé au Rwanda depuis 1994. Donc, si tous se sont inclinés systématiquement face aux caprices du régime dictatorial de Paul Kagame, donc Kagame, certains en sont arrivés ou en arrivent à se compromettre avec ce régime non recommandable et même à humilier la Belgique en tant qu'État. Donc, vous voyez, lui, vraiment, cet auteur, l'auteur de cet article, lui, vraiment, il va jusqu'à parler de couleuvres carrément, quand c'est des couleuvres que le fait avaler à la Belgique. Donc, la plus récente illustration de cette docilité frisant la soumission de la Belgique au régime de FPR de Paul Kagame est donnée par l'affaire Paul Rusesabagina dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Paul Rusesabagina, donc je vais même laisser parler l'auteur de cet article. Voici un citoyen belge que le régime de Kagame accuse de crimes graves dont le terrorisme, et pour qui le gouvernement belge autorise le travail d'une commission rogatoire venue du Rwanda. La commission rogatoire rwandaise n'était pas composée uniquement de magistrats, mais aussi et surtout des agents du service de renseignement militaire de Paul Kagame. Ceux-ci furent autorisés à perquisitionner de fond en comble la résidence de Paul Rusesabagina et à emporter tout ce qu'il voudrait. Mais voici que quelques jours après, le même Rusesabagina est kidnappé par les mêmes services secrets de Kagame et ramené au Rwanda sans qu'il ne s'en rende compte. La Belgique, pays dont il est citoyen, a, comme d'habitude, fait profil bas pour ne pas froisser le régime dictatorial de Kigali. Donc Kagame, je veux dire, je vous en avais parlé tout à l'heure que ce régime, justement, le régime de la Belgique, on ne comprend pas pourquoi, mais peut-être on va le voir tout à l'heure plus bas, parce qu'ici, je pense que je vois qu'il est déjà 21h04, donc je ne pourrais pas, à mon avis, aujourd'hui, je ne pourrais pas
commenter les programmes en langue nationale. À mon avis, je vais terminer les émissions d'aujourd'hui en français parce que ce sujet, ce thème, parce que le monsieur qui a écrit cet article, c'est quelqu'un qui a essayé d'entrer en profondeur pour essayer d'expliquer pourquoi la Belgique accepte d'avaler autant de couleuvres, vraiment d'être aussi humilié par le régime de Kagame. Donc ça c'est le premier exemple. Donc le premier exemple, le plus frappant peut-être, où la Belgique, chez nous, en Rwanda, on lui a touché dans l'œil. Quand on met le doigt dans l'œil, chez nous, dans notre langue nationale, pour les Rwandais, ils comprennent ce que ça veut dire. Ou alors, quand tu te mets son doigt dans ta joue, là, vraiment, je parle de Nyarwanda. Pour les francophones, essayez d'approcher les Nyarwanda pour qu'ils puissent vous expliquer ce que ça veut dire. Quelqu'un qui vous met le doigt dans la joue, ça c'est vraiment plus humiliant. Ou alors s'il met carrément le doigt dans l'œil, carrément, là c'est le comble. Donc, je vous disais donc que ce Paul Rusesabagina, vraiment, c'est la première grosse couleuvre que la Belgique est en train d'avaler. Et d'avaler, vraiment, je ne sais pas si ça ne va pas lui rester au travers de la gorge d'ailleurs, moi. Bon, comble d'ironie, l'avocat de Paul Rusesabagina en Belgique se hasarda à aller au Rwanda de sa propre initiative pour rencontrer son client. Mais mal lui en prit, car il y passa une semaine en suppliant de rencontrer son client, mais en vain. Il revint bredouille et sans être autorisé à voir Rusesabagina. Encore une fois, la Belgique officielle, qui pourtant avait autorisé même les agents non magistrats ou avocats, donc Kagame à venir pétitionner chez Rusesabagina en Belgique, fit profil bas pour ne pas froisser le régime de loi. Donc vous voyez, et si je peux me permettre un petit commentaire ici, je vous promets vraiment que je vais essayer d'inviter l'auteur de cet article pour qu'il vienne vraiment nous expliquer ici à la radio Rumuri, pour que vous puissiez voir vous-même, qu'il puisse nous expliquer vraiment, parce qu'on voit bien qu'il est bien renseigné, il a des données, à certaines données que j'aimerais quand même qu'il donne, qu'il explique aux auditeurs de radio Rumuri. Donc, mais pour constater l'étendue des dégâts de cette commission de la Belgique, pardon, je dis commission moi, donc pour constater l'étendue des dégâts de cette soumission de la Belgique au régime dictatorial de Kagame, nous avons relevé quelques faits et dossiers qui montrent l'inconstance et le réflexe d'avaler toutes les couleuvres présentées par le régime de Paul Kagame à la Belgique depuis 1994. Donc, les Belges qui me voient et qui m'écoutent pour le moment n'allaient pas penser que nous sommes en train d'essayer d'humilier la Belgique par rapport au Rwanda, mais si l'auteur de cet article relève quelques faits, ce sont les faits parlants. Donc, ce que nous parlons de M. Paul Rusesabagina, c'est un Belge qui est en prison à Kigali, qui a été kidnappé à Dubaï, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est maintenant à Kigali, mais la Belgique ne lève pas son petit doigt pour demander ce qui se passe. Même lorsque son avocat, parce que l'avocat de M. Rusesabagina est parti à Kigali, il dit, je vais aller voir mon client. Le régime du FP n'a pas daigné le laisser rencontrer son client. Donc, si ce n'est pas une couleuvre, moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi. Ça doit être une grosse couleuvre, d'ailleurs. Comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, il risque de rester au travers de la gorge de la Belgique. Alors, comme on dit en français, il n'y en a jamais 203 ou il y a 304, 405. Ici, l'auteur de cet article a relevé quelques faits et quelques dossiers qui ont émaillé, qui ont marqué ces 25 dernières années. Parce que souvenez-vous que son article va parler justement des couleuvres que la Belgique a avalées pendant ce dernier quart de siècle, ces 25 dernières années. Donc, le relevé non exhaustif des couleuvres avalées par la Belgique depuis 1994. 1. Demande de pardon du Premier ministre belge Guy Verhofstadt à Kigali. Donc, on se souviendra qu'en 2000, le Premier ministre belge, le libéral Guy Verhofstadt, fut parmi les tout premiers dirigeants occidentaux à se rendre à Kigali depuis la conquête militaire du pays par les éléments de l'armée régulière de l'Ouganda sous l'étendard du FP et sous le commandement du Paul Kagame, alors chef des renseignements militaires de l'armée d'Ouganda. Pour certains Belges ou certaines personnes qui parlent français mais qui ne connaissent pas vraiment l'histoire du Rwanda, il faut remarquer que le président Paul Kagame, il était chef de renseignement militaire de l'armée ougandaise, donc le pays voisin. C'est-à-dire,
tous les militaires qui ont attaqué le Rwanda le 1er octobre 1990 ou 1990, ce sont des éléments qui faisaient partie de l'armée ougandaise, donc le pays limitrophe. Mais ce qui est moi, attaqué rwandais qui recherche toute la vérité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la radio Rumuri est là pour essayer d'amener, d'apporter la vérité, de dire toute la vérité, et rien que la vérité, évidemment. Ces éléments qui étaient dans l'armée ougandaise, l'armée régulière ougandaise, qui ont attaqué le Rwanda avec le matériel militaire de l'armée ougandaise, ils étaient quand même d'origine rwandaise, il faut le remarquer. Donc, ce sont les enfants des gens des Rwandais qui avaient fui la révolution de 1959. Ils avaient fui, donc ceux qui étaient au pouvoir à ce moment, ils avaient fui au pays parce qu'ils ne voulaient pas être gouvernés par les nouveaux dirigeants qui avaient pris le pouvoir en 1962 à l'indépendance du Rwanda. Et les gens qui avaient fui en 1959, ils sont restés en Ouganda, au Burundi, au Zaïre à ce moment-là, au Congo, en Tanzanie, et dans les autres pays, même ici en Occident. Hein. Et ils ont eu des enfants, ils ont grandi, les enfants ont étudié, et puis Yoweri Museveni d'Ouganda a commencé sa rébellion, et il a fait appel à ces jeunes pour qu'ils viennent l'aider pour renverser le régime en Ouganda. Et lui, à son tour, il les a aidés pour venir renverser le pouvoir au Rwanda. Mais notons que quand même la plupart de ces gens étaient d'origine rwandaise. Même le président actuel, le président Paul Kagame, lui aussi, il avait fui le pays en 1959 ou 60, mais il avait seulement 3 ans, ce moment-là. Donc, remarquez vraiment que même si c'était des militaires ougandais qui faisaient partie de l'armée ougandaise, mais c'était quand même d'origine rwandaise et qui attaquaient. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'a pas su prouver que c'était l'Ouganda qui avait attaqué le Rwanda. C'est ça le problème, ça, parce que c'était vraiment des Rwandais. Ça, c'est un autre débat que je ne vais pas aborder pour le moment, mais peut-être que je vais essayer d'en parler avec mon invité lorsqu'il sera ici à la radio Rumuri, parce que je vous ai dit que je vais essayer de l'inviter pour qu'il vienne nous expliquer un peu plus en détail cet article. Donc alors, le Guy Verhofstadt alors va à Kigali. Il est vrai que le mouvement libéral belge, avec le parti PRL de Jean Gaulle et de Louis Michel, avait soutenu de sous son poids l'invasion et la reconquête du Rwanda par les descendants des féodaux monarchistes qui avaient été chassés du pouvoir par une révolution populaire en 1959. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, les jeunes, les enfants de ces gens qui avaient été chassés en 1959, ils ont cherché des alliances. C'est d'ailleurs pour cela que, pour le moment, tout à l'heure, je vous parlais des escadrons de la mort, que cette intervention group qui est là, rappelez-vous de son 2e ou 3e objectif, c'est d'essayer de ne pas permettre aux gens qui ont fui maintenant en 1994 qui ne puissent pas non plus s'infiltrer ou alors essayer d'être en contact avec les autorités de l'Europe occidentale. Donc, ils viennent là pour court-circuiter, pour qu'ils ne puissent pas non plus s'organiser pour essayer de retourner au Rwanda, pour essayer de changer les choses. Donc, c'est vraiment, c'est un cercle vicieux qui est très difficile à comprendre, mais qui est, pour nous les Rwandais, qui est tout à fait clair et compréhensible. Donc, dans le cadre de la politique belgo-belge, ceci est compréhensible dans le sens que les libéraux devaient damer le pion aux socio-chrétiens, leur adversaire traditionnel, alors au pouvoir, est censé être plus favorable aux Hutus. Bon, notons le Hutus. Bon. Je ne veux pas vraiment entrer dans tous ces détails-là, mais sachez tout simplement qu'il y avait 2 blocs socio-chrétiens d'un côté qui soutenaient le régime et qui était en pouvoir avant 1990, et les libéraux alors qui devaient maintenant essayer de soutenir l'autre côté justement parce qu'ils étaient en opposition. Et lorsque l'autre côté a gagné, c'est justement les libéraux devaient alors continuer à soutenir Paul Kagame justement. Mais de là aller s'incliner à Kigali devant Paul Kagame et demander pardon au nom de la Belgique pour des crimes non définis et non prévus par la loi et donc inexistants selon le principe du droit. Nullum crime sine lege, donc il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans loi, que ce pays aurait commis au Rwanda, donc la Belgique. On ne sait pas justement le crime pour lequel M. Guy Verhofstadt a demandé pardon. Ça aussi, je pense qu'on pourrait en discuter avec l'auteur de cet article,
Parce que le geste de Guy Verhofstadt restera alors dans les annales diplomatiques comme inédit et lourd de conséquences quant aux relations entre les deux pays. Donc, je pense que c'est vrai que la Belgique, en tant que telle, n'a pas commis de crime chez nous au Rwanda. Je pense même, je peux me jusqu'à aller à dire qu'il a perdu. Il a quelques citoyens belges qui sont décédés, qui ont été tués au Rwanda, notamment les 10 casques bleus qui ont été tués au Rwanda. Mais le fait que la Belgique ait retiré ses militaires, les militaires du contingent des Nations Unies, alors que il jouait quand même, la Belgique quand même jouait un grand rôle au sein de son contingent, et ça a vraiment, ça a diminué la force ou l'influence ou la force de ces militaires qui devaient, s'ils étaient censés amener la paix au Rwanda. Et la Belgique, après la mort des 10 casques, la Belgique a retiré ses troupes, et puis la Minoire a été vraiment affaiblie, et tous les autres pays ont dû retirer leurs troupes, et le génocide a eu lieu. On peut dire peut-être que ça, la Belgique se sentait un peu coupable. Mais si on recule encore une fois et qu'on examine pourquoi la Belgique a réellement retiré ses troupes, pourquoi est-ce que l'ONU a retiré ses troupes du Rwanda, mais là aussi, on peut analyser, arriver au fait que c'était justement, j'allais dire la manigance, la manipulation justement du FPR qui voulait qui voulait justement pour qu'il y ait justement, pour qu'on puisse favoriser justement la prise de pouvoir par le FPR. Ça, c'était notre imbroglio qu'on pourrait expliquer encore en détail, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Peut-être qu'on va y revenir avec mon invité quand il sera là, qu'on va essayer d'en parler. Mais là, je peux dire que quand même, ce geste de Guy Verhofstadt a marqué, ça a été vraiment comme, on va dire, c'est un geste, ça a été un geste inédit. Et surtout, il a eu beaucoup de conséquences pour les relations justement entre les deux pays. Justement, tout à l'heure, on avait parlé justement qu'on a l'impression que la Belgique a peur du Rwanda. Donc, ça c'était le premier fait. Donc, le premier fait, je vous rappelle, le fait que demande de pardon du Premier ministre belge Guy Verhofstadt à Kigali. Deuxième fait, donc, on va en citer 5, je crois. Le Falcon 5 a abattu à Kigali au 6 avril 1994, indemnité versée à Paul Kagame et pas aux familles des victimes. Ça aussi, c'était un autre problème qu'il y a eu. Donc, le président je vais d'abord lire je vais d'abord lire ce qu'il a écrit et puis on va en discuter après. L'avion présidentiel qui transportait les présidents du Rwanda et du Burundi avec leur suite et qui fut abattu au-dessus de Kigali par des missiles sol-air le 6 avril 1994 était de type Falcon 50 de fabrication française dans l'entreprise française Dassault Aviation, mais assuré auprès d'une société d'assurance ayant son siège en Grande-Bretagne. Lorsque les avocats des familles des victimes ont soulevé la question des indemnisations par la société d'assurance comme il se devait, il leur fut répondu, preuve à l'appui, que ces indemnités avaient été versées et qu'un cabinet d'avocats belges avait obtenu que ces indemnités soient versées à Paul Kagame, celui-là même qui avait descendu l'avion. L'ironie du sort, franchement. C'est vraiment l'ironie du sort. Donc, ce qui fut aussitôt, donc, c'est-à-dire que ça, c'est connu de tout le monde, sauf évidemment ceux qui veulent enterrer la vérité. Nous savons tous, tous les Rwandais le savent, tout le monde le sait, que l'avion du président Habyarimana qui transportait, qui avait à son bord les deux présidents, donc Rwandais et Burundais, était descendu à Kigali par les éléments du FP. Ça, c'est connu. Ça, c'est un fait, on ne discute plus. Mais le fait que les indemnités, donc les assurances ont payé les indemnités pour les gens qui étaient dans l'avion. Mais les indemnités ont été payées par celui-là même qui a descendu l'avion. Son genre de cynisme est exprimé par un adage nyarwanda qui dit, je ne sais pas si je me dois dire ça, umugabo gusuzugura iwanyu yica so agacyura nyoko. Littéralement, là, il a vraiment traduit, j'ai voulu traduire ça, mais il a déjà fait. Un homme qui te méprise, toi et ta famille, il tue ton père et prend ta mère comme concubine.
Ça, c'est vraiment, c'est l'homme qui te méprise, quoi. C'est vraiment le comble du mépris, quoi. Il te tue, non, il te met d'abord toi et ta famille. Il tue ton père et puis il prend ta mère comme concubine. Donc, certains répliqueront que cette affaire est purement privée, qu'elle n'a été traitée par des instances judiciaires qui sont indépendantes. Mais personne n'est dupe. C'est seulement en Belgique et lorsque le contentieux oppose des familles des victimes, toutes dans l'ancien régime d'un côté et l'autre, et le nouveau régime de Paul Kagame au Rwanda d'un autre. Donc, une telle décision peut passer ni vue, ni connue, comme une lettre à la poste. Donc, vous voyez que donc, cette affaire est passée. Moi-même, je l'ai appris après, quand j'ai commencé à creuser un tout petit peu pour savoir comment vraiment cette affaire s'est terminée, parce que moi, j'étais curieux de connaître comment cette affaire s'est terminée, parce que ce n'était pas normal qu'ils ne soient pas indemnisés, que les gens qui étaient au bord de l'avion, que leur famille n'ait rien. Mais c'est après que j'ai appris justement que les indemnités avaient été versées, qu'ils étaient passés aux mains de M. Paul Kagame. Donc, alors, il y a aussi les forces spéciales de programme opérant ouvertement et impunément en Belgique. Ça, j'en ai parlé. C'est ce qu'on appelle les fameux escadrons de la mort. Je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, mais lui, il donne d'autres éléments. Donc, le régime dictatorial de programme, sachant que la Belgique accueille le plus grand nombre de ses opposants disséminés dans les pays de l'Europe, n'a jamais résigné sur les moyens pour terroriser ceux-ci et pour les faire taire. Ça, j'en ai parlé. Lors de chaque visite de Paul Kagame en Belgique, ces agents, arrivés en éclaireur ou en compagnie, n'ont pas hésité à tabasser ceux qui se sont retrouvés également sur leur passage ou à caillasser les véhicules de ceux qu'ils avaient indemnisés comme opposants, qu'ils avaient identifiés comme opposants. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce fut le cas lors du fameux Rwanda Day, quand Kagame devait s'exhiber devant ses fans à tous les taxis. Là j'étais là moi-même, je sais, j'étais là à Bruxelles, mais où les opposants s'étaient aussi donné rendez-vous, j'étais là aussi, je vous l'ai dit, pour manifester dans la rue, qu'ils en avaient reçu les autorisations. Et évidemment, on avait été reçu, vraiment, on avait autorisé toutes les autorisations requises, on les avait, et même, donc les agents de Kagame en armes se sont acharnés, sont chargés de disperser les manifestants pacifiques en les tabassant au passage et en endommageant leurs véhicules, aussi à la vue de tous les médias, tant nationaux qu'internationaux. Quant aux autorités belges, elles se sont confondues dans des excuses et autres explications incompréhensibles, mais sans qu'une suite diplomatique ne soit réservée à de tels incidents graves. Bien mieux, la Belgique aurait promis à Kagame, en guise d'excuse, qu'elle ne permettrait plus que les opposants manifestent contre lui quand il séjourne en Belgique. Depuis lors, il n'est pas encore revenu pour voir si la promesse serait tenue. C'est vrai que maintenant que monsieur Neretse qui a signé cet article, le signal, je me rends compte justement que c'était vraiment les dernières manifestations que nous avons menées, et là, à tous les taxis à Bruxelles. Nous étions vraiment assez nombreux. D'ailleurs, nous avons fait un tapage pour expliquer vraiment que ce que fait Kagame au Rwanda, son régime de FPL ne devait vraiment pas continuer à être tu, qu'il devait être porté aussi de tout le monde. Et je viens de me rappeler justement maintenant que c'est la dernière visite que le président rwandais a faite ici en Belgique, et qu'après, il n'est plus revenu, tiens. Il n'est plus revenu. N'abordons pas un autre sujet que je ne veux pas aborder ici maintenant. Donc, vous voyez donc que, je vous avais déjà parlé que lors de ces manifestations justement, on avait caillassé des véhicules, on avait vandalisé les véhicules des manifestants, on avait même tabassé et pris le GSM d'un avocat ici, on avait tabassé un prêtre, on avait vraiment attaqué les gens ici, et évidemment, mais malgré qu'on soit protégé par la police, tout ça, on l'a fait, malgré qu'on était protégé par la police. Donc, vous voyez que ça, c'était le troisième point qui montre que la Belgique vraiment continue d'avaler des couleuvres qui lui sont distribuées par le régime du FPR. Alors, il y a aussi donc, les menaces contre les citoyens belges, des résidents ou des visiteurs en Belgique sans protestation. Ça, c'est le cas de François Twagiramungu de Judy River. Donc, François Twagiramungu, je rappelle à ceux qui ne connaissent pas le Rwanda que c'était l'ancien premier ministre rwandais, qui était le tout premier ministre qui a travaillé avec le FPR, justement, dans ce qu'ils avaient appelé le gouvernement d'union nationale, mais qui n'a pas tenu longtemps.
Et Judy River, c'est une journaliste canadienne qui a fait des recherches approfondies, documentées, vraiment, qui a fait un livre vraiment très, le livre qu'on vous a d'ailleurs présenté ici à la radio Rumuri, on a eu l'occasion d'inviter cette journaliste qui nous a présenté elle-même son livre. C'était au micro de mon confrère, monsieur Aloïs Sibunga, qui nous a exposé son livre avec les faits flagrants, les faits indéniables, les faits qui sont bien établis, et comme quoi le régime de FPR s'est livré au massacre, carrément, au massacre des Hutus. Donc, tantôt en guise de représailles, parce que justement, il y avait le génocide contre les Tutsis, mais tantôt aussi comme vraiment des faits bien organisés, de sorte que d'ailleurs, on peut même penser que le FPR lui-même a commis le génocide contre les Hutus. Mais ça, ce sont les instances qui doivent le déterminer. C'est pas nous qui devons le dire comme ça, mais nous devons dire que Madame Judy River a été vraiment menacée physiquement, personnellement. Il a été vraiment menacé, il a même dû être mis. Ça, on va le voir. Donc, les escadrons de la mort du régime dictatorial de Paul Kagame opèrent en toute impunité à travers le monde, surtout en Afrique, mais aussi en Europe. Ça, tout à l'heure, nous avions parlé des escadrons de la mort ici en Europe, de la mort rwandais ici en Europe, mais ça, en Afrique, on est déjà habitué, au Mozambique, en Ouganda, au Malawi, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, où ils ont tué les gens en Afrique du Sud. Dans tous les pays vraiment africains, c'est connu. C'est monnaie courante, c'est comme si c'était normal. Mais ici en Europe, on se pose des questions. Que les escadrons de la mort de Kigali viennent opérer ici en Europe, c'est vraiment, c'est limite un scandale, carrément. Donc, plus particulièrement, ces escadrons agissent en Afrique, mais surtout en Europe, mais aussi en Europe, et plus particulièrement en Belgique, justement, parce que la Belgique, vraiment, je pense que la Belgique est l'un des pays, c'est pas le premier d'ailleurs, qui a le plus grand nombre de Rwandais qui ont fui, oui, diaspora et réfugiés confondus, et opposants confondus, quand même, nous sommes une grande communauté, évidemment, ici en Europe. Alors, les services de sécurité de ce royaume en sont au courant. Et tout ce qu'ils font, c'est de prévenir les cibles potentielles que sont les opposants au FPR et quelquefois assurer leur protection approchée. C'est tout. Mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Mais ici, donc, la Belgique est au courant de ce qui se passe, de ces escadrons dans le monde, mais ils ne font rien. Ils sont au courant, mais sauf que ce qu'ils font, ils vont protéger seulement les gens. Mais ce qui les menace, ils ne font rien. Mais ce qui étonne, c'est de constater que les instances politiques n'osent pas lever le petit doigt pour dénoncer ces pratiques du régime dictatorial de Kagame sur le territoire belge et encore moins prendre des mesures coercitives contre le régime qui le commandite. Vraiment, c'est le minimum qu'on attendrait. C'est de voir que quand même on puisse quand même au moins protester contre ces agissements, au moins demander au régime de Kigali d'arrêter de venir tuer les gens, de venir menacer les gens sur le territoire rwandais. C'est le cas de Twagiramungu, justement, l'ancien premier ministre rwandais au Rwanda de 94-95, François Twagiramungu, aujourd'hui exilé et ayant acquis la nationalité belge, doit se soumettre à être escorté et se déplacer en véhicule blindé quand le régime de Kagame envoie des signaux selon lesquels cet opposant devrait être éliminé carrément. Il en est de même de la journaliste écrivaine canadienne Judy River, qui, quand elle séjournait en Belgique, justement. Mais le plus étonnant est que la diplomatie belge ne peut jamais oser signifier à Paul Kagame que ces agissements sur le territoire belge sont inadmissibles, ou encore moins que les autorités belges prennent des sanctions contre ce régime. Au contraire, la Belgique se perd dans des courbettes et excuses benoîtes au régime de Paul Kagame au moment où elle prend des sanctions sévères et injustifiées contre des pays qui sont accusés pour moins que ça et beaucoup plus démocratiques que le Rwanda. L'exemple, c'est le pauvre Burundi qui a le tort d'être plus démocratique que son redouté voisin du Nord et qui doit être sanctionné. Je me rappelle bien, tout à l'heure on parlait des partis libéraux, on a même parlé d'un certain Louis Michel qui soutient vraiment contre tout, qui soutient Coréam tout simplement, qui soutient vraiment le régime de FPR.
Je me rappelle, il avait fait une conférence, ils avaient fait une conférence, je pense, à Louvain-la-Neuve, et il y avait un journaliste de Radio Rumuri qui était là, et qui lui a posé la question de savoir, c'était une conférence sur le Burundi, justement, comme quoi il devait renforcer les sanctions contre le Burundi. Et c'était lorsque, vraiment, lorsque le feu président Nkurunziza voulait, soi-disant, voulait prendre le 3e mandat, mais on était acharnés contre lui. Et le journaliste de Radio Rumuri, qui est mon collègue Aloysius Simunga, a demandé à M. Louis Michel, lui-même qui était là, il lui dit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous mettez un genre de deux poids, deux mesures lorsque vous s'acharnez contre Nkurunziza, qui a des doutes, évidemment, le fait, est-ce qu'il va faire un 3e mandat ou pas, c'est vraiment, on n'était pas sûr, parce qu'il y en a qui disaient que c'était le 2e, d'autres qui disaient que c'était le 3e mandat, mais au Rwanda, à côté au Rwanda, où le président a carrément changé la constitution. J'ai même dit que le Rwanda a fait ce qu'on appelle une constitution taillée sur mesure, du président Paul Kagame. Mais là, au Rwanda, on a changé la constitution, vous ne dites rien. Mais au Burundi, où on n'est même pas sûr si c'est le 2e ou le 3e mandat, vous acharnez contre lui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était deux poids, deux mesures? Je vous assure, notre journaliste avait été applaudi. Et M. Louis Michel n'a pas pu répondre à la question. Parce que c'est impossible de répondre à cette question tout simplement. Parce que le fait que d'un côté, on s'acharne contre le Burundi, d'ailleurs, je dois saluer la communauté internationale pour le moment, parce que j'ai remarqué que récemment, l'ONU vient de lever, de rayer le Burundi dans la liste noire, les listes qui doivent avoir des sanctions et tout ça. Mais parce que justement au Burundi, il vient d'y avoir des élections démocratiques, il vient d'avoir un président démocratiquement élu, et au Burundi, il y a la paix, tandis qu'au Rwanda, c'est vraiment, c'est même pas une dictature, c'est une tyrannie carrément, c'est un régime tyrannique de Kigali qui est là. Mais lui, il est applaudi, il est là, il vient de commettre des exactions ici en Belgique, on ne dit rien, voilà, c'est comme ça. Et on parle aussi, ici, donc, le 3e cas, donc, enfin, le 5e cas, donc, je vois vraiment que vous avez donné beaucoup de points de vue, beaucoup de commentaires. Je le remarque vraiment sur le côté. Je vais essayer de les lire tout à l'heure, mais je vais essayer de les passer en revue si j'ai le temps, parce que j'ai encore quelques trucs à dire à propos de cet article. Parce que l'auteur de cet article ne s'arrête pas à l'énumération des faits qui montrent que la Belgique continue à avaler des couleuvres qui sont distribués par le régime du FPL de Kigali. Mais il va plus loin, il analyse, ça on va essayer de voir ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord voir ce 5e et dernier cas, je suppose que c'est le dernier, le cas du major Nuyaraga Bernard. Le major Nuyaraga Bernard est un ex-officier rwandais des ex-FARC. Voyant les rumeurs courir comme quoi il serait recherché par le TPIR pour son rôle présumé dans l'assassinat de 10 casques bleus belges au camp Kigali le 7 avril 1994, il s'est lui-même livré au TPL d'Arusha en 1998. Cependant, ce tribunal de l'ONU estima qu'il ne le poursuivait plus en retirant l'accusation. Voilà, donc là, le TPL a retiré. Alors la Belgique demanda aussitôt qu'il lui soit livré pour quel est le juge. Les casques bleus tombés à Kigali étaient tous de nationalité belge. C'est ainsi que Major Nuyaraga fut livré à Bruxelles et plus tard jugé par une cour d'assises et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Après avoir purgé la totalité de sa peine, il fut, comme il se devait, libéré de prison, mais placé directement au centre fermé pour demandeurs d'asile. En effet, après le refus de sa demande de titre de séjour en Belgique, il demanda qu'il lui soit permis de rejoindre sa famille vivant au Danemark, car il n'avait nulle part ailleurs où aller, car il n'avait plus aucune attache à son pays d'origine, le Rwanda. Aussitôt, le régime du FPL de Kagame, apprenant la sortie du président de Major Nuyaraga Bernard après 20 ans, multiplia les appels par les médias à sa solde interposée, demandant que le major Nuyaraga devrait lui être livré, car la peine encourue ne serait pas assez lourde et que de toute façon, le régime dictatorial accusait d'autres crimes pour lesquels il devait être condamné au Rwanda. Malgré les supplications de l'intéressé, surtout de sa famille, le gouvernement belge s'exécuta pour satisfaire le régime dictatorial de Paul Kagame et le livra les mains liées, donc il livra les mains liées le major Nuyaraga à Kigali.
Depuis lors, on n'entendra plus jamais parler de lui. Et peu de personnes, à part ses bourreaux, connaîtront quel aura été son sort. Voilà. Vous voyez donc que les couleuvres, il y en a beaucoup. Donc, il y a aussi ce qu'on a ça, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des relations un peu tendues, mais qui ne sont pas officielles, qui sont officiellement au beau fixe, mais qui sont officieusement vraiment tendues. J'en ai parlé tout à l'heure, l'attaché du militaire du conseil d'administration de Massad qui a été expulsé de Kigali, ça j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Alors, on va essayer maintenant de comprendre maintenant. Essayer de compréhension des causes de la servilité de la Belgique face au régime dictatorial de Bon, je répète. Donc, il vient d'énumérer, il vient de donner quelques faits, quelques faits marquants qui montrent que la Belgique, justement, continue comment je peux dire, de s'incliner devant le Rwanda. Mais ici, il va essayer de comprendre maintenant pourquoi est-ce que ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, il est dans le dit, essai de compréhension des causes de la servilité de la Belgique face au régime dictatorial installé au Rwanda en 1994. Donc, un dommage, là vraiment, il va raconter une anecdote qui est intéressante. Un de mes anciens professeurs du département de problèmes de défense au 3e cycle de l'IRSD, Institut Royal Supérieur de Défense de Bruxelles, année académique 1987-1998, que je raconte moi, année académique 1987-1988, nous disait que depuis 1945, la Belgique n'avait plus de politique étrangère. À notre étonnement, et pour étayer ses propos, il expliquait que dès sa création en 1930, la Belgique avait opté pour une politique de neutralité par rapport aux puissances qui l'entouraient. Puis, il lâchait qu'à cause de cette neutralité, elle fut envahie et occupée à 2 reprises en moins de 25 ans, soit en 1918 et en 1940. Depuis donc, en 1945, la politique étrangère belge se résume à s'aligner sur une superpuissance dont elle partage la vision du monde et donc à qui elle confie sa destinée, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Ça, justement, nous les Rwandais qui étions chez nous, lorsque nous avons chassé de chez nous en 1994 ou en 1994, on avait tout compris. Nous, on le savait. Mais ça a été dit par un professeur. Remarquons que l'auteur de cet article, c'est quelqu'un qui a été militaire. Ça, on va en parler quand je vais l'inviter. Donc, lorsqu'il était ici à l'École royale, ici en 1987, 88, donc il a dit, avant même la guerre de 1990 au Rwanda. Donc, c'est un constat. Donc, la Belgique ne cherche pas à se créer elle-même une diplomatie, on va dire, purement belge. Et ne se contente que de s'aligner sur la superpuissance qui est les États-Unis. Concrètement, donc, les politiciens et les diplomates belges, en guise de définition et d'application de la politique étrangère du pays, doivent plutôt se concentrer à déceler les penchants et les volontés de la superpuissance entre les mains desquelles elle a placé son destin pour s'y conformer et naviguer dans le sens du courant américain. Évidemment, ça, on va. Donc, certains analystes, d'ailleurs, en arrivent à dire que ceci explique pourquoi les gouvernements belges, quelle que soit leur connotation politique, sont naturellement contraints à s'incliner face aux caprices d'un régime dictatorial du Rwanda, dès lors que ce régime est la création de la superpuissance à laquelle la politique étrangère belge doit se soumettre. En fait, c'est ça la raison, en fait. C'est ça la raison pour laquelle la Belgique accepte d'avaler autant de couleuvres. C'est parce que, justement, la Belgique s'aligne tout le temps derrière les États-Unis ou alors le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et lorsque, justement, l'Angleterre, les États-Unis soutiennent un régime donné, la Belgique est obligée de suivre et de soutenir ce régime qui, aussi sanguinaire soit-il, aussi dictatorial soit-il, aussi tyrannique soit-il, tant que ce régime est le résultat ou alors a été mis en place par les États-Unis d'Amérique,
la Belgique doit soutenir ce régime, quoi qu'il en soit. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, donc, la Belgique ne peut jamais lever son petit doigt pour essayer de dire ce qui ne va pas au Rwanda pour le moment. Ça, vous l'avez compris. Nous, on l'a compris dès le départ, en fait. D'autres révèlent que malgré son alignement sur les États-Unis depuis 1945, la Belgique a aussi quelques forums dans lesquels elle pourrait supplier la superpuissance de dire à son enfant gâté que le régime de FPR de Kagame de tempérer son obsession à humilier un autre État souverain et allié depuis 1945 aux États-Unis. Ces dernières analystes montrent que la Belgique, en tant qu'État, possède plus d'atouts que le régime du FPR de Kagame pour faire comprendre aux USA que leur enfant gâté, le FPR de Kagame, ne devrait pas continuer à humilier plus politiquement et diplomatiquement la Belgique. Ainsi, la Belgique abrite le siège de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles, le siège de la SHAPE, donc Supreme Headquarter Allied Powers in Europe, à Castillon près de Mons, sans parler de la base aérienne de Kleinburger à Pier au Limbourg, qui a abrité ou abrite encore les ogives missiles nucléaires à portée intermédiaire américains. Donc, de toute façon, même si la Belgique est alliée, donc c'est-à-dire suit exactement ce que disent les Américains sans devoir, on va dire, sans avoir à dire quoi que ce soit. Donc, il ne fait que s'aligner aux États-Unis. Mais certains analystes pensent quand même qu'en tant qu'État, il devrait vraiment posséder plus d'un atout pour essayer de faire comprendre aux USA, aux États-Unis, de ne pas quand même continuer à laisser son enfant gâté, qui est le FPR et son président Kagame, continuer à humilier la Belgique quand même. Il devrait quand même essayer vraiment avoir un sursaut, comment je peux appeler ça, un sursaut, c'est pas moi, un honneur, un sursaut d'orgueil, un sursaut d'honneur en tant que nation, à ne pas continuer à se faire humilier par le régime de Kigali. Donc, à ce titre, la Belgique pourrait donc oser regarder le régime dictatorial de Kigali en face. Mais la question est pourquoi tous ces décideurs belges s'inclinent et des fois jusqu'à ramper systématiquement devant le FPR de Kigali. C'est une question. Alors, d'autres analystes encore expliquent cet état de choses en faisant remarquer que certains lobbies pro-FPR de Belgique sont plus forts que l'État belge lui-même et que les intérêts passent avant ceux de l'État artificiel et insatiable né du compromis entre les puissances en 1830 et maintenu en vie grâce au compromis entre les communautés qui l'habitent et les lobbies financiers dont ils sont le repère que la Belgique. Voilà. Donc, vous voyez donc que les enjeux, lorsque nous avons commencé à parler des couleuvres que la Belgique avale, lorsqu'on analyse bien, lorsqu'on entre en profondeur, lorsqu'on a une vision beaucoup plus large, plus approfondie et plus globale, on se rend compte que tout compte fait, la Belgique n'a pas le choix. N'a pas le choix. J'ai l'impression qu'il n'a pas le choix parce que justement, avec toute la pression de tous ces lobbies qui sont à la limite, même qui sont d'ailleurs finalement plus puissantes que le régime même que la Belgique elle-même. Donc, ils ont plus de force et arrivent alors à faire avaler tout genre de couleuvres à la Belgique, alors que les Belges, eux, je ne sais pas si tout le monde comprend ça, mais nous qui en subissons les conséquences, je vous dis que nous le comprenons profondément. Donc, en guise de conclusion, alors, monsieur Emmanuel, comme vous allez le voir, donc, à défaut de trancher entre ces deux essais d'explication de l'attitude de la Belgique vis-à-vis du régime installé au Rwanda, avec la bénédiction de la superpuissance que la Belgique doit signer en matière de politique étrangère, nous dirons que la vérité se situe entre les deux thèses. Autrement dit, comme le dit la citation latine, in medio state virtus, donc la vertu se tient au milieu, mais dans son jeu politicien, ni le peuple belge, et encore moins les Rwandais, n'y trouvent leurs intérêts. Mais au contraire, ils sont réduits en pions, manipulables
et instrumentalisables par les lobbies qui n'ont que mépris envers eux. La question est de savoir qui du peuple belge ou du peuple rwandais, tel qu'ils apparaissent actuellement, a le plus intérêt, les moyens et la possibilité de se sortir de cette dépendance exacerbée par le libéralisme sauvage et la mondialisation. Ça, c'est la question. That is the question. Voilà, vous avez compris donc que, tout compte fait, cet article de M. Emmanuel Neretse tente vraiment d'expliquer pourquoi la Belgique fait toujours profil bas. Donc, si vous voyez que, par exemple, parce que des fois, nous venons à la radio, nous disons pourquoi est-ce que la Belgique ne fait rien pour Savadina, qui est son citoyen, qui a été arrêté, qui a été kidnappé, qui est enfermé à Kigali, qui subit tout traitement inhumain à Kigali. Il est en train vraiment de subir tous les traitements qui ne sont pas indignes, quoi, des traitements indignes d'un être humain. Mais pourquoi la Belgique ne dit rien? Vous aurez compris que ce n'est pas si évident que ça, que les autorités belges puissent avoir assez de coudées franches, assez de marge de manœuvre pour qu'ils puissent vraiment essayer de s'imposer en tant qu'État, en tant qu'État, oui, pour essayer de vraiment de faire entendre raison la tyrannie de Kigali. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de parler de ce qui est relation diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Vous avez vu, on a essayé de voir comment la Belgique n'arrête pas d'avaler des couleuvres qui lui sont données par le régime de Kigali. Et on se demande d'ailleurs, quand ça va s'arrêter, lorsque cette situation va s'arrêter, on ne saurait pas, Dieu seul le sait, seul l'avenir nous le dira. Et je peux tout simplement vous promettre que je suis en train de négocier avec les auteurs de ces articles, pour qu'ils puissent venir à la radio Rumuri, pour qu'ils puissent nous donner plus d'explications, plus de détails, plus d'analyses à propos de ce que nous venons de dire, à propos de ce que nous venons d'aborder depuis le début de ces émissions. Donc, que ce soit les relations officiellement au beau fixe, mais comme on l'a vu, qui sont officieusement vraiment tendues entre la diplomatie belge et la diplomatie rwandaise, que ce soit les différentes couleuvres, les différentes hontes que la Belgique ne cesse d'essuyer devant la dictature du Rwanda, tout ça, nous avons vu que ça a une raison qui est cachée derrière. C'est le lobby pour qui la vie humaine ne compte pas, pour qui comment je peux dire, pour qui les droits de l'homme ne signifient rien. Pour l'intérêt, le gain, c'est tout ce qui les intéresse. Qu'il y ait des victimes humaines, qu'il y ait des vies humaines qui sont gâchées, qu'il y ait des réfugiés, tout ça, ça ne dit absolument rien pour ces lobbies qui ne veulent que gagner plus. Voilà, j'espère que vous aurez compris quand même que ce qui est relation diplomatique entre le Rwanda et la Belgique, c'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça, faut aussi à comprendre, et qu'il y a des raisons pour lesquelles souvent la Belgique fait profit bas. Voilà, je vais vous laisser en compagnie justement de Saint Mihigo Kizito, encore une fois. Je vais vous laisser écouter un de ses chants les plus aimés, il s'appelle Arc-en-ciel. J'espère bien que notre ciel de ce monde, le ciel belge, le ciel rwandais, va être vraiment, on va dire, va être marqué par cet arc-en-ciel qui va nous apporter la paix, qui va nous apporter l'entente et surtout le respect des droits humains. Mais avant de commencer quand même, avant de vous laisser écouter cette chanson, j'aimerais quand même lire quelques messages que vous nous avez laissés, parce que franchement, je dois vous remercier parce que vous avez
Vous avez donné beaucoup de messages, ce qui montre que vous avez vraiment suivi avec intérêt les émissions que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, je vais vous laisser, je vais vous lire les quelques messages que vous avez laissés. Donc, il y a un certain artiste qui a dit la Belgique est traînée dans la boue par le Rwanda. C'est honteux pour les Belges. Donc, si le gouvernement belge se sent à l'aise en collaboration avec les rigolos rwandais, c'est vraiment honteux. C'est vraiment, c'est tous vos commentaires que vous avez donnés. Il y a un qui... donc, qu'est-ce que ça dit? C'est bizarre qu'un Belge soit kidnappé et que le gouvernement belge soit inactif. Peut-être parce qu'il est noir, c'est dommage. Son monde n'a pas de pitié. C'est toujours Yves qui dit ça. Il veut aussi... donc, vous avez vraiment beaucoup de messages que vous avez envoyés. Dans le cas du Rwanda, la Belgique n'est pas innocent. Les pays européens et les USA ont joué un rôle, mais tout est confidentiel pour des raisons politiques. Oui, c'est vrai, Yves, c'est ce que tu dis, ça c'est vrai. Et tu dis en plus, plus loin, tu dis, les Belges sont des Blancs. Vous, les Noirs, vous devez vous défendre de votre manière. Il faut arrêter d'être naïf, c'est très clair. Oh, c'est vrai. Par contre, Yves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Yves, même si nous disons que la Belgique n'arrête pas d'avaler des couleuvres, tout ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Yves, parce que nous devons lutter. C'est pour ça, justement, que nous passons des nuits, comme ça, à vous expliquer que la situation que nous vivons, elle n'est pas si insurmontable. Que ça, nous devons essayer de lutter pour que nous ayons nos droits, pour que nous ayons les droits de l'homme soient respectés, pour que toutes les victimes des massacres qu'on a connus chez nous au Rwanda soient respectées, pour que la démocratie règne chez nous. C'est nous qui devons lutter. Nous n'avons pas continué à compter sur les Belges, à compter sur les étrangers. C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en main. Ça, c'est tout à fait raison, Yves, tout à fait raison. C'est pour ça justement que nous essayons de vous sensibiliser pour que on puisse vraiment nous prendre en main.